Bienvenue sur ce live. Une nouvelle fois, l'actu du jour tous les matins, 10h midi, où on parle de l'actu football. Et la grosse info du jour, Roberto De Zerbi n'est plus l'entraîneur de l'Olympique de Marseille. On va y revenir sur toute la matinée. On va essayer de trouver des articles qui y correspondent. Donc bienvenue à tous en cette matinée du 11 février 2026. Et on va pouvoir commencer notre petit live. Pour ceux qui connaissent pas le principe, je vous le réexplique. On est en live sur Twitch et TikTok tous les matins sur la chaîne Hat-Trick pour parler de l'actualité football. On revient sur les matchs de la veille. Hier, on avait de la Première Ligue, un peu de Coupe d'Italie et c'était à peu près tout. On va aussi parler des matchs du soir. Il y aura encore la suite de la journée de Première Ligue. Et évidemment, on fera notre petite revue de presse. Revue de presse aujourd'hui sera consacrée principalement à l'Olympique de Marseille. Sûrement, hein, il y a pas mal de choses à dire. Donc on va en discuter tous ensemble. N'hésitez pas à me follow donc sur @trickfr sur TikTok évidemment, sur le live. Si vous êtes dans le chat, n'hésitez pas à tapoter sur votre écran. Comme ça, on sera de plus en plus de personnes à discuter tous ensemble. Sur le live Twitch, n'hésitez pas à me suivre et aussi à parler sur le chat, hein. Je réponds à tout le monde, il n'y a pas de problème. Vous pouvez aussi vous abonner sur la chaîne YouTube @trickfr. On a tourné hier l'épisode de Farmer Streak où on parlait du départ de Roberto De Zerbi. Je le posterai normalement ce soir vers 18h si tout est bon. Qu'est-ce qu'il y a aussi? Oui, les réseaux sociaux, TikTok, Instagram, X, Facebook, Threads, Snapchat, vous pouvez nous suivre sur tous les réseaux sociaux. Vous le voyez aussi avec le petit sponsor sur Twitch. On a le Classic Football Shirt qui nous sponsorise évidemment. Vous pouvez, trouver tous vos maillots qui soient rétro ou récents le, euh, sur le site Classic Football Shirt et vous avez moins 10% sur votre commande Attrick avec le code ATRICFR10. Voilà. On va pouvoir commencer sur cette actu football. Donc elle est très peu chargée, hein. Il y avait très peu de matchs hier. On avait 4 matchs de Première Ligue, un match de Coupe d'Italie et il y avait même un match de Coupe d'Allemagne aussi. On avait aussi un peu de Ligue des Champions asiatique avec certains clubs, mais c'est à peu près tout. On va principalement parler, je pense, de l'actu. On va faire une revue de presse, un peu comme hier, hein, où on a pas mal parlé de la valse des coachs en Ligue 1 en ce moment. Donc voilà, n'hésitez pas si vous êtes sur le live à venir discuter, hein. On est là tous ensemble pour créer une communauté à Trick FR et pour parler football tous les matins. On va démarrer. On va démarrer avec quoi? On va démarrer, je pense qu'on va démarrer directement avec la Première Ligue. Oui, donc hier, on avait 4 matchs de Première Ligue et ça s'est plutôt bien passé. J'essaie de retrouver juste, voilà, c'est la 26e journée de Première Ligue. Voilà, 26e journée de Première Ligue, donc on avait Leeds contre Chelsea à Stamford Bridge, qui s'est fini sur un match nul, 2 buts partout. Everton-Bournemouth, victoire de Bournemouth à l'extérieur, 2 buts à 1. Tottenham a perdu au Tottenham Hotspur Stadium contre Newcastle, 2 buts à 1. Et Manchester United a fait match nul, 1 but partout contre West Ham. On va aller sur cette victoire de Chelsea pour commencer, on va faire dans l'ordre. Donc Chelsea s'est imposé Chelsea a fait match nul contre Leeds, 2 buts partout alors qu'il menait 2 buts à 0. On le voit là, 24e, Joao Pedro a marqué sur une passe décisive de Cole Palmer. Et Cole Palmer est venu doubler la mise sur penalty à la 58e minute. Mais Leeds est revenu 67e minute, but sur un penalty d'Enmecha. Donc ça faisait 2-1 et après dans un cafouillage un peu incompréhensible, Okafor est venu égaliser et ça a fini sur un match nul. Au niveau de la compo de Liam Rosenior, donc on le voit 4-2-3-1, pas de défense à 3 pour le coach anglais. On avait Sanchez dans les cages, Cucurella à gauche, Chaloba, Achiampong en défense centrale, Malo Gusto, pas de Rhys James. Rhys James qui n'est pas rentré, qui est blessé. Donc, oui, enfin, en tout cas, qui n'était pas présent. On avait au milieu Andrei Santos, Caicedo. Donc là, c'est ce qu'on voit, hein, le milieu récemment de Chelsea avec Caicedo et Andrei Santos en double pivot et Fernandes en numéro 10. À gauche, Estevao, ça faisait un moment qu'on voulait le revoir titulaire dans cette équipe de Chelsea. Cole Palmer à droite et Joao Pedro en pointe.
Je vois qu'on a Bulbe dans le live. Deserbit out. Bravo pour ce jeu de mots, félicitations, ça donne le sourire de bon matin. On va en parler de Deserbi. On était sur la première ligue, mais après, si vous souhaitez qu'on parle de Deserbi directement, on peut y aller. En tout cas, merci pour les lives. Sur le live, ça fait plaisir. Dites-moi dans le chat si vous voulez qu'on parle directement de Deserbi ou on attend juste un petit peu, histoire qu'on parle de, de cette première ligue. Le supporter de Man U, il se sent bien, tu penses? Ah bah alors là, c'est assez incroyable, hein, on rappelle pour ceux qui connaissent pas, le supporter de Man U qui avait fait un pari fou, ne pas se couper les cheveux tant que Manchester United ne gagnait pas 5 victoires d'affilée. Manchester United en était à 4 dans cette première ligue. Des victoires contre City, contre Arsenal, contre Fulham, contre Tottenham, et hier soir, il jouait contre West Ham. Et malheureusement, ça a été un match nul. Voilà, pour ce match de Chelsea-Leeds, il n'y avait pas grand-chose de plus à dire. 2-2. Et Manchester United, du coup, qui a fait match nul contre West Ham. Donc les deux équipes sont toujours à peu près à égalité dans cette Ligue des Champions. Si on est sur le match de Manchester United, donc voilà, comme on disait, le supporter a raté son pari. Malheureusement, Manchester United n'a pas pu faire mieux qu'un match nul. Il y a eu un but refusé de Casimiro sur hors-jeu. C'est Thomas Soucek qui a ouvert, Soucek, qui a ouvert le score à la 50e minute. Manchester United a réussi à égaliser à la 95e et 11 secondes. Mais malheureusement, le supporter mancunien de United Strand, pour ceux qui souhaitent aller voir son compte Instagram, ne pourra pas se couper les cheveux une nouvelle fois. C'était annoncé, hein, on en a parlé hier, hein, j'avais dit que ça serait un vieux match nul, un but partout, pour bien casser son pari. Donc pour l'instant, il ne peut pas se couper les cheveux. On avait regardé les images de sa belle tignasse sur la tête. Et donc malheureusement, ça sera un match nul. Il y en aura encore pour un peu plus d'un mois, je pense, pour ce pauvre supporter. On rappelle, hein, il est déjà quasiment à 500 jours, je crois. Donc quasiment un an et demi sans se couper les cheveux. Un peu une galère. Il avait fait un live et tout spécial pour le grand jour, mais finalement, ça n'arrivera pas. Donc Manchester United qui était toujours dans ce 4-2-3-1 de Michael Carrick, avec la compo classique que l'on voit depuis quelques matchs. Il y a Lamens dans les cages, Dalot à droite, Maguire, Martinez en défense centrale, Luke Shaw à gauche, Casemiro, Mainu au milieu de terrain, Diallo à droite, Bruno Fernandes en numéro 10, Mbeumo en pointe, et Mateus Cunha qui était titulaire. Il a testé avec Dorgu aussi sur ce côté gauche, mais Mateus Cunha qui fait très très bien le travail. Côté West Ham qui reprend un peu du poil de la bête, hein, on a ce 4-1-1 présenté par Nuno Espirito Santo, avec Hermansen dans les cages, Diouf côté gauche, hein, le vainqueur de la CAN avec le Sénégal, Disasi le français qui a signé lors de ce mercato estival du côté de West Ham, Mavropano en défense centrale, Wan-Bissaka le Congolais, l'ancien de Manchester United, Somerville à gauche, Potts Soucek au milieu de terrain, Bowen à droite, et Fernandez en numéro 10 avec Castellanos qui a eu un match très compliqué pour Castellanos, mais voilà, c'est un match nul pour les deux équipes. Donc Manchester United qui est toujours quatrième malgré ce match nul, parce que Chelsea a aussi fait match nul du coup, donc il y a toujours un point d'écart entre les deux équipes, vous le voyez à l'écran sur Twitch. Et Manchester United aussi qui aurait pu passer, en tout cas qui aurait pu égaliser avec Aston Villa, eux aussi qui ont fait match nul contre Bournemouth la semaine dernière, et qui joue ce soir, il me semble, Aston Villa qui joue ce soir contre Brighton, donc on pouvait avoir un Manchester United sur le podium de Première Ligue dès hier soir. Voilà pour ce match. Après, le match nul n'est pas immérité pour West Ham, hein. On voit une équipe de West Ham plus conquérante. Ils sont toujours 18e de Première Ligue, mais possiblement, ils vont se sauver, hein. Ils vont se sauver parce que ça joue de mieux en mieux avec Nuno Espirito Santo. Et ils sont qu'à 2 points de Nottingham Forest et seulement à 5 points de Tottenham. Tottenham, ça commence à devenir dangereux pour eux avec leur nouvelle défaite contre Newcastle. Newcastle qui est repassé milieu de tableau de Première Ligue.
Voilà, après le match entre Everton et Bournemouth, on va juste checker si Eli Junior Kroupi a marqué pour Bournemouth. C'est Iliman Ndiaye, l'ancien Marseillais, qui a, qui a marqué côté Everton. Et on a Ryan à la 61e et Adli, Amin Adli, le Marocain, l'ancien de Toulouse, qui a marqué pour Bournemouth. Voilà, Jake O'Brien qui s'est fait expulser lors de ce match, l'ancien lyonnais. Donc Tottenham qui continue dans ce milieu de tableau. Salut à toi, MonkeyG81 sur Twitch. Bienvenue une nouvelle fois sur ce live. On est en train de parler des matchs de Première Ligue. On va parler évidemment de Roberto De Zerbi. On était juste en train de parler du... t'étais présent hier, on parlait du pari du supporter de Manchester United qui a échoué. Si tu te souviens, on avait bien dit que ça serait un match nul, un vieux 1-1 exactement. Donc je pense que on a été plutôt bon sur ce pari. Voilà, donc Manchester United toujours 4ème, Chelsea 5ème. Et on aura les matchs de ce soir en Première Ligue. Aston Villa, Brighton, Crystal Palace, Burnley, Manchester City, Fulham, Nottingham contre les Wolves et Sunderland contre Liverpool. Arsenal jouera demain contre Brentford. On avait aussi un petit match de Coupe d'Italie. Donc c'est Com qui a battu Naples. Par contre, t'as vu Sesko, dernière seconde, je t'avais dit. Oui, effectivement, même s'il n'a pas fait une énorme entrée, c'est vrai qu'il a marqué, et on rappelle toujours, hein, un attaquant, quand il marque, on peut dire qu'il a réussi son match, même s'il fait 90 minutes, catastrophique. Il est rentré que quelques minutes, hein, je le sais très bien. Mais à voir quand Sesko est titulaire du côté de Manchester United, si il peut faire des matchs plutôt complets. En tout cas, merci pour les likes sur le live. Je vois qu'il y a des personnes que Lisa Marie aime le live. Merci pour les roses aussi, ça fait toujours plaisir tous les matins, la petite rose. Donc on était sur ce match de Coupe d'Italie, on va le passer rapidement, hein. Juste checker les compos de Naples. Donc Højlund était en pointe, on voulait voir Romelu Lukaku qui rentre à la 74e. Côté com, Cacré était bien titulaire, on n'avait pas de Lucas Dacunia, qui est rentré à la 67e aussi côté français. Butez était bien dans les cages. Euh, donc voilà, défaite de Naples dans cette Coupe d'Italie au penalty. Donc il y a eu 1-1 sur le match et donc 2-1 de près ce que je comprends. Des fois c'est mal foutu. Flash score. Donc voilà, Baturina qui a ouvert le score sur penalty. Vergara qui va égaliser en début de seconde mi-temps. Et donc c'est une victoire. Donc c'est Romelu Lukaku qui manque son penalty pour Naples et Perron qui loupe côté com. Et enfin, c'est Lobotka, 8ème tireur, qui vient rater son penalty et donner la victoire à Com. Donc on le rappelle, Com jouera contre le vainqueur de Lazio Bologne, c'est ça? Pas du tout. Com jouera contre l'Inter qui a battu le Torino la semaine dernière lors de cette Coupe d'Italie. Et on a ce soir Bologne-Lazio qui affrontera l'Atalanta qui a battu la Juve. Voilà pour cette Coupe d'Italie. On passe Coupe d'Allemagne. Donc c'est Fribourg qui s'est imposé contre le Hertha Berlin. Et en Ligue des Champions asiatiques, Al-Ittihad a gagné 7-0 contre Al-Gharafa, une équipe qatari. Al-Saad, équipe qatari aussi, a battu Tractor. Et c'est à peu près tout. Alors on parle principalement foot, je vois la question, on parle principalement foot sur cette chaîne. Après si tu veux parler d'autres sports, on peut, hein, j'ai quelques notions quand même dans les autres sports. Mais c'est vrai qu'on est plutôt un média football. Après si tu as des questions sur d'autres sports, on peut toujours y répondre. Je ne parlerai pas des JO d'hiver, hein. Là pour le coup c'est hors de ma maîtrise. Voilà. Donc voilà pour les matchs de hier soir. Les matchs de première ligue, on en a parlé, qui auront lieu ce soir. On a de la Coupe du Roi ce soir entre l'Athletic Bilbao et la Real Sociedad, le derby basque. Normalement, demain, on aura le Barça contre l'Atlético Madrid, voilà. Donc Bilbao Sociedad dans les demi-finales de Coupe du Roi. On a de la Ligue des Champions féminines pour celles et ceux qui suivent le football féminin. Donc on a Louvain contre Arsenal à 18h45. Donc c'est les barrages de cette Ligue des Champions féminine. Et on a le Paris FC, hein, les Françaises qui jouent contre le Real Madrid. Elles s'étaient déjà affrontées lors de la phase de Ligue. Il me semble que le Real Madrid avait gagné la première confrontation. Non, ça a été un match nul, pardon. Voilà, ça a été un match nul entre les deux équipes, hein.
Le Paris FC qui est une très bonne équipe de football féminin, que ce soit dans le championnat de France. Je crois qu'elles sont actuellement sur le podium. Et normalement, on aura l'OL Lyon qui est déjà qualifié, donc elles ne seront pas dans ces barrages. Et demain, on aura Wolfsburg-Juventus ou Atlético Madrid-Manchester United. On aura aussi la Coupe d'Italie, donc Bologne-Lazio. La Coupe d'Allemagne avec le Bayern contre Leipzig. Et cette Ligue des Champions asiatique qui se poursuit. Voilà à peu près pour le reste. On aura la Ligue Europa féminine aussi. Il n'y a pas d'équipe française, hein. Je regarde si on a autre chose. Sinon, on passe directement sur l'actualité chaude du jour avec Roberto De Zerbi qui n'est plus le coach de l'OM. Bay en pole position pour l'OM, est-ce un drame? N'hésitez pas à répondre dans le chat, que ça soit sur Twitch ou sur TikTok, si Habibi Beye est un drame pour, enfin, l'arrivée d'Habibi Beye serait un drame pour l'Olympique de Marseille. Déjà, qu'est-ce que vous pensez de ce départ de Roberto De Zerbi? On en parlait hier en live sur l'émission Farmer Streak. Normalement, elle sortira vers 18 h ce soir. Pour le coup, on pensait que Roberto De Zerbi resterait le coach de l'Olympique de Marseille au moins jusqu'à la fin de saison, même si ça allait être plutôt compliqué. Il y avait encore cette Coupe de France à jouer pour sauver la saison. Il était temps, passe le podium, éliminé de LDC, c'est honteux au vu de l'effectif. On a parlé aussi de l'effectif. Au final, est-ce que cet effectif de Marseille, on l'a pas un peu surcoté? On trouvait que c'était un bon effectif, mais au final, est-ce que c'était un bon effectif, mais pour cette Ligue 1? On parlait des recrues comme Facundo Medina, comme d'autres joueurs de cet effectif de l'Olympique de Marseille, mais en fait, est-ce qu'on n'a pas un peu surcoté cet effectif de l'Olympique de Marseille? Et c'était pas assez fort pour la suite de la compétition, que ça soit en Ligue des Champions surtout. Dites-moi ce que vous en pensez. Euh, Amine Gouiri aussi, on connaissait, on a souvent parlé, on connaissait ses qualités et ses défauts dans cette Ligue 1. Ciao Roberto De Zerbi, next, enfiler les entraîneurs comme des perles, chèvre surcoté. Gouiri ridicule. Pas mal celui-là, pas mal. Ah, celui-là, je le garde, hein. Gouiri ridicule. Non, mais voilà, on parlait de cet effectif de l'Olympique de Marseille. Est-ce qu'au final, on l'a pas surcoté? Hormis Mason Greenwood qui paraît au-dessus de tout l'effectif marseillais. On disait, bon, Pierre-Emerick Aubameyang, il a 36-37 ans, donc c'est pas lui qui allait faire une énorme différence dans cet Olympique de Marseille. Ahmed Traoré, on le connaissait rapidement de la Ligue 1, c'est un bon joueur, souvent blessé. Igor Pechao, pareil, c'est avant l'Olympique de Marseille. Qui connaissait Igor Pechao? Pas grand monde. Bon, Imad Abdelli vient d'arriver, Ayton Nanéré aussi. Bilal Nadir, bon, au final, on se rend compte que c'est pas forcément un crack, le jeune Bilal Nadir, même si ça reste un bon joueur. Geoffrey Kondogbia, toujours blessé. Pierre-Emile Holberg, aussi, il a eu pas mal de complications à s'imposer dans les grands clubs de Ligue 1. Dans les grands clubs européens, il a fait du bon travail, que ce soit un peu à Tottenham ou du côté du Bayern, mais au final, il a l'air un peu cramé et perdu sur le terrain. On en parlait aussi. Une des plus grosses déceptions quand même de ce mercato, c'est Benjamin Pavard, hein, lui qui est arrivé avec un statut d'international français, qui était finaliste avec l'Inter Milan et titulaire dans cette équipe de l'Inter Milan, qui n'a pas fait de grosses prestations. Et après, on a toujours celui qui est le principal, la principale, comment dire, celui qui rassemble toutes les critiques de cet Olympique de Marseille, voilà, cherchez mes mots. C'est Leonardo Berlardi qui est au club depuis 6 ans, donc le plus vieux joueur de l'effectif, qui a été re-signé il y a 2 ans, il me semble. On s'est basé sur lui, le capitaine de cette équipe, qui est au cœur des crispations de cette Olympique de Marseille. Mais après, on n'oublie pas des recrues comme CJ Egan Riley, qui ça sentait mauvais dès le début, je pense, hein. Moi, je l'avais dit que ça sentait mauvais dès le début, ce jeune joueur quand même. Et Facundo Medina, voilà, c'était un bon joueur de Ligue 1, mais est-ce que voilà, c'était une recrue niveau Ligue des Champions? Dites-moi dans le chat, hein, ce que vous pensez de cet effectif de l'Olympique de Marseille. Et après, Roberto De Zerbi, lui aussi faisait des grandes déclarations, comme quoi il allait rester 10 ans dans ce club de l'Olympique de Marseille. On sait que c'est pas le style du bonhomme. On sait aussi
que Roberto De Zerbi est un coach plutôt instable, que ça soit sur tactiquement avec ses nombreux choix de composition, ses nombreux joueurs différents, le, le choix aussi de jouer en 1 contre 1, cette attaque du Paris Saint-Germain lors du classique, c'était totalement suicidaire. De Zerbi est plus surcoté que l'effectif. Ouais, après, Roberto De Zerbi avait fait des bonnes choses. Le De Zerbi Ball, moi je l'ai dit, hein, on en a vu quelques bribes sur certains matchs. C'est sûr qu'il n'était pas installé. Après, il y a aussi ce débat, est-ce qu'il y a trop de changements dans cette équipe de l'Olympique de Marseille au niveau des joueurs, hein. Est-ce qu'il y a trop de mouvements, des joueurs qui viennent, qui repartent, qui n'ont pas le temps de s'installer? C'est un débat qu'on a eu avec un ami la semaine dernière. Donc voilà, donnez-moi votre avis sur cet Olympique de Marseille, sur ce Roberto De Zerbi, qui quitte le club maintenant. Honnêtement, c'est pas une surprise, l'Olympique de Marseille est en crise, hein. On se posait la question hier. On se posait la question hier et finalement c'est bien arrivé. Donc voilà, pour le remplacer, donc les rumeurs, honnêtement, j'en ai pas vu, j'en ai discuté aussi avec Bulbe en privé qui me disait que Eric Schell serait le favori. Est-ce que Eric Schell ça serait un bon choix de la part de l'Olympique de Marseille? Possiblement Habibey qui n'est plus le coach de l'Olympique de Marseille aussi. Pour l'instant, il me semble que Francaise n'a pas officiellement signé du côté de Rennes. Est-ce que possiblement ça peut être un revirement de situation et ça serait Francaise du côté de Marseille? Dites-moi qui vous voudriez voir en tant que coach et qui vous voudriez voir et si vous avez des idées ou des suggestions pour remplacer Roberto De Zerbi. On va essayer de trouver un ou deux articles quand même sur ce sur cette éviction, hein, de Roberto De Zerbi. Est-ce que on a est-ce qu'on a des infos? Donc c'est bien, donc c'est sorti à 6h50 hein, du matin. Roberto De Zerbi n'est plus l'entraîneur de l'Olympique de Marseille. Donc l'entraîneur italien de 46 ans avait rejoint le club phocéen l'été 2024, donc il avait fait que un an, il a fait que 1 an et demi au final du côté de l'Olympique de Marseille. Donc le communiqué est tombé cette nuit à 2h30 du matin. Pour Roberto De Zerbi, on se rappelle qu'il y avait eu cette défaite 5-0 pour l'Olympique de Marseille contre le Paris Saint-Germain lors du classique de dimanche soir. Il y avait eu l'élimination en Ligue des Champions contre le Club Bruges, 3-0, plus ce but de Troubine à la dernière minute qui fait sortir l'Olympique de Marseille du top 24. Il y avait eu cette victoire à Lens qui semblait redonner de l'espoir à l'Olympique de Marseille. Victoire contre Rennes le 3 février en Coupe de France. Donc l'Olympique de Marseille est toujours présent en Coupe de France. Donc j'essaye de juste trouver l'article, s'il y a des infos vraiment intéressantes. Le club en plus en temps. Donc il avait un contrat jusqu'en juin 2027, hein, et un staff pléthorique, on le rappelle, avec tous ses adjoints, ses traducteurs, c'était beaucoup. Et qui sera sur le banc marseillais pour la reste. Donc Marseille reçoit Strasbourg hein, lors du prochain match. Qui sera sur le banc? Quel adjoint sera présent? Murillo dégagé pour rien, du coup, par des herbiers. Oui, c'est vrai, Murillo, on en a parlé aussi, la gestion d'un joueur comme lui. C'est vrai que la gestion de ces joueurs aussi, on en a parlé hier. N'hésitez pas à aller voir, vous pouvez aller voir la rediff si vous ne souhaitez pas attendre sur Twitch, mais vous pouvez aussi retrouver Farmerstrick ce soir. J'essayerai de la sortir le plus vite possible, hein, comme ça on sera toujours dans l'actu chaude. Mais la gestion des joueurs, que ça soit Neil Mopé qui était considéré comme son fils, Valentin Rongier aussi qui était considéré comme un cadre de l'Olympique de Marseille, Adrien Rabiot aussi, le départ. Roberto De Zerbi faisait que dire qu'il adorait ce joueur. Qu'est-ce qu'on avait aussi? Donc Murillo, je l'ai vu dans le chat. Donc voilà, c'était un peu bizarre la gestion de Roberto De Zerbi avec ses joueurs. Bonjour, il parle d'Habibey, j'espère surtout pas. Alors pourquoi Habibey ne serait pas une bonne recrue, en tout cas un bon coach pour l'Olympique de Marseille? Dites-moi, moi je trouve ça, je trouve qu'il est beaucoup critiqué
alors qu'il a fait plutôt du bon travail du côté de Rennes. Après, sa gestion du vestiaire a été un peu compliquée. Mais Habibé, c'est qui tout double? Ouais, mais si c'est double, ça peut être pas mal en vrai. C'est un joueur, une personne qui connaît extrêmement bien le club. Il manque d'expérience. Oui, mais bon, sur cette fin de saison, est-ce que c'est pas le meilleure chose de le lancer maintenant? Il est encore dans le feu de l'action, je pense. Contrairement à certains coachs, je pense qu'il n'a pas forcément besoin de temps de s'en remettre de son projet à Rennes. Ça s'est mal passé, il passe à autre chose. On sait qu'il adore l'Olympique de Marseille. Il a fait du bon travail avec cette équipe de Rennes, hein, je le rappelle. Il a un bilan positif avec Rennes. Il a amené Rennes dans les places européennes. Moi, je m'y attendais pas perso cette année. Donc pourquoi Habibé ne serait pas la bonne recrue? Coach français en plus. Je pense qu'il n'a pas peur de la pression. Va falloir bien gérer le vestiaire, hein, sachant qu'il a eu pas mal de certains problèmes avec les joueurs de Rennes. Donc pour moi, je vois plus Habibé, je trouverais ça plus intéressant que euh, que par exemple un Eric Schell, j'ai entendu parler, ou que ça soit quelqu'un d'autre. Est-ce que tu vas pas proposer tes services à l'OM? Moi, proposer mes services à l'OM, alors je pourrais honnêtement. Je pense que l'Olympique de Marseille aurait tort de pas me prendre en tant que coach, mais bon, ça serait un autre débat. Tu me mets adjoint. Ouais, bah écoute, pourquoi pas le fameux duo Patrick Bulbe en tant que coach de l'Olympique de Marseille, ça peut toujours, en tout cas, ça peut être fun, hein. J'aimerais bien voir ça en tout cas, mais non, je pense que j'ai pas les diplômes. Ça a été un très bon joueur. Le problème de l'OM, ils veulent tout de suite des très bons résultats. Désherbi viré. Oui, bah on en parlait de Désherbi viré, donc bienvenue Laurent sur le live. On était en train d'en discuter, on a parlé de l'effectif de l'Olympique de Marseille, donc si tu as un avis sur cet effectif, est-ce que les joueurs au final étaient un peu surcotés? En tout cas, merci pour le follow, Rugby Raman. Ça fait plaisir, ça vous donne beaucoup de force. Merci beaucoup. Donc on parlait de l'effectif de l'Olympique de Marseille, le successeur aussi de Roberto De Zerbi, que ça soit Habibey. On essaye de trouver d'autres noms. Franquet, ça a l'air d'être fait pour pourquoi tu ne parles pas de ton club au lieu de parler de l'OM? Bah déjà parce que je fais ce que je veux, mon pote. Si t'es pas content, il y a d'autres lives, n'hésite pas à aller les voir. Et on parle de Marseille parce que c'est l'actu chaude. Et on parle de tous les footballs, on parle pas forcément de l'OGC Nice, moi je supporte l'OGC Nice, mais je suis capable de parler de l'Olympique de Marseille. Donc voilà. Habibey, bah voilà, c'est ce qu'on était en train de dire. Est-ce que Habibey serait le... Vas-y, je t'écoute. Il est fou ce mec. Vas-y, je t'écoute que je rigole. Bah écoute, on est en train de discuter de l'effectif de l'Olympique de Marseille, que au final les joueurs n'étaient pas forcément du niveau espéré par les dirigeants de l'OM, que ça soit les recrues, hormis Mason Greenwood qui est au-dessus de l'effectif, les autres joueurs n'étaient pas forcément niveau Ligue des Champions. C'est des très bons joueurs de Ligue 1, mais je suis pas sûr que ça suffise. Salut, alors, il y a eu combien Mesli? C'est vrai qu'on en avait discuté, bien vu sur les pronos en tout cas. Osvaldo, plaisir de te revoir. Mais oui, c'est vrai, il y a eu match nul entre Metz et Lille. Donc bien vu. Donc bien vu, mais ouais, c'est vrai que Lille, c'est compliqué en ce moment. En tout cas, sur l'Olympique de Marseille, on essaye encore de trouver un nouveau coach pour eux. Est-ce que possiblement, on en discutait aussi, est-ce que possiblement Didier Deschamps, alors on trouve un intérim un peu pour cette fin de saison, on voit ce que peut faire l'Olympique de Marseille, et Didier Deschamps, après son passage en équipe de France, pourrait arriver. Est-ce que ça vous intéresserait, les supporters de l'Olympique de Marseille, de voir Didier Deschamps, coach de l'Olympique de Marseille, un retour? Et nous avons parié, il me semble. Qu'est-ce qu'on avait parié exactement? Je me souviens même plus de ce qu'on avait parié. Il me semble qu'on n'avait pas parié parce que j'avais peur de prendre des risques, et c'est vrai. Il faudrait revoir la rediff, mais il me semble qu'on n'avait pas parié au final, mon cher Osvaldo. Euh, parce que c'était mieux pour moi en plus, c'était toi qui me l'avais dit. Pour toi, une équipe doit être constituée que de joueurs de LDC ou alors c'est la tactique et l'expérience? Bah, bah non, c'est pas forcément PSG 13 ans, 13 ans, 2 milliards de dépensés.
Ouais, mais tu peux avoir des joueurs qui ne soient pas expérimentés et au final, on voit ce que ça a donné. Le niveau n'a pas été assez bon. Un club comme Bruges, même si c'est très bon, tu aurais pu les battre. Et au final, bah, l'expérience. Voilà, c'est l'expérience. Mais il est fou ce mec. Non, pas Didier Deschamps, il faut qu'il tourne la page et qu'il profite de sa famille. Je vois pas ce que tu veux dire, mon cher Marvin, là. Donne-nous ton avis exact sur cette Olympique de Marseille, parce que tu essayes de trouver des arguments, mais dis-nous ce qui n'est pas allé du coup de l'Olympique de Marseille. Le coach vient de se faire virer. L'Olympique de Marseille, on disait que c'était une équipe qui devait jouer le podium de cette Ligue 1. Ils sont en difficulté, ils sont quatrième, on le rappelle, en Ligue 1. On parle beaucoup des joueurs qui ne sont pas au niveau. On a dit que Deserbi Ball, on n'a pas retrouvé. Le recrutement, au final, est-ce qu'on est satisfait du recrutement de l'Olympique de Marseille? N'hésite pas à nous dire ce que tu penses et, euh, et comme ça, on pourra aussi en discuter parce que là, tu tournes un peu autour du pot, je trouve. Voilà, ça aussi, on en a parlé du recrutement enfin, du départ d'Adrien Rabiot. Est-ce que ça a été le bon choix de faire partir Adrien Rabiot au final avec du recul? Moi, sur les premières fois, enfin le départ d'Adrien Rabiot en début de saison, je trouvais ça cohérent par rapport à ce que voulait amener Mehdi Benassia dans le vestiaire. Mais au final, est-ce que je trouvais ça cohérent que le départ d'Adrien Rabiot, après avec du recul, on a quand même fait partir le meilleur joueur de l'Olympique de Marseille. Non, je ne trouve pas des arguments, je t'explique juste qu'on n'obtient pas une équipe en un an. D'accord, mais du coup, on essaye d'analyser les faits. Et déjà, on était à un peu plus d'un an et demi. On parlait aussi de la colonne vertébrale de l'Olympique de Marseille, avec des cadres qui sont censés être au niveau. Geronimo Rulli, qui a fait un très très bon début de saison, qui est l'ombre de lui-même en ce moment. Leonardo Balerdi, qui n'est pas au niveau, qui a été re-signé. Lui, ça fait 6 ans qu'il est au club. Donc, lui, ça fait quand même un peu plus d'un an quand même qu'il est censé être au niveau. Est-ce qu'au final, on a une image forte de Leonardo Balerdi dans cette équipe de Marseille? Balerdi, arrête avec lui, faut qu'il dégage. Ah ouais, mais pour le temps, c'est le capitaine de ton club et c'est le joueur le plus vieux de cet effectif. Après, on peut continuer. Au milieu de terrain, Pierre-Emile Højbjerg, qui est censé arriver comme un cadre, qui a de l'expérience, qui connaît le niveau Ligue des Champions, il n'est pas du tout au niveau, il est presque un... On peut dire, hein, on peut dire que c'est quasiment du yaourt nature, Pierre-Emile Højbjerg. Il n'y a pas de souci pour ça, mais ça veut dire qu'il a les épaules. Ça veut pas dire qu'il a les épaules. D'accord, mais du coup, on fait quoi? Je veux bien qu'on me dise que Leonardo Ballardi n'a pas les épaules dans cette Olympique de Marseille, mais du coup, est-ce qu'on n'aurait pas dû le vendre? On sait qu'il a jamais rien. Il a jamais rien montré au final. Dans cette équipe. Il a plutôt été bon sur des blocs bas avec à l'époque du Gore Tudor, si je dis pas de bêtises, mais sinon ça n'a jamais été un très bon joueur. Euh, sur cette attaque, hormis Mason Greenwood qui est un peu seul, Aubameyang il était là il y a 2 ans déjà, donc il connaît un peu l'environnement à Marseille, il connaît l'expérience Ligue des Champions, donc voilà. Amine Gouiri, on s'est enflammé la saison dernière parce qu'il avait mis un triplé, qu'il avait fait un bon début de saison. Au final, on sait ce qu'apporte Amine Gouiri dans une équipe de Ligue 1. Tu mets Højbjerg capitaine, tu organises tout autour de Green et tu mets Obama sur le terrain. Euh, et, tu, et on pense que ça peut. Faut mettre un capitaine qui a de l'impact sur ses coéquipiers. D'accord, mais ce qu'on dit, c'est que tu peux mettre n'importe quel capitaine. Au final, il n'y en a aucun qui est au niveau et qui est un leader sur le terrain, en fait. C'est ça qu'on est en train de dire. Après, Obama, tu peux mettre sur le terrain. On se base sur ce que faisait Obama. Obama, il a 37 ans. Donc, je veux bien, moi, mais c'est. Oui, j'ai fait du foot, mon avis, on, on essaye de changer le débat, là, ça paraît un peu fou quand même. Je pense que les joueurs ont lâché Robert. Alors ça, c'est ce qui était dit hier, que les joueurs, petit à petit, avaient lâché Robert, surtout sur la gestion de certains joueurs qui sont partis, hein, on le rappelle. Non, mais juste pour savoir.
Je verrais bien Gareth Southgate comme entraîneur pour l'OM. Alors Gareth Southgate en tant qu'entraîneur de l'OM, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. C'est un entraîneur expérimenté avec la sélection anglaise. Euh, est-ce que, est-ce qu'un entraîneur étranger, Xavi pour la saison, pour la déconne sinon. Alors je serais plus chaud d'un Xavi déjà. Il essayerait de faire jouer cette équipe de l'Olympique de Marseille. Une honte d'avoir lâché Roberto De Zerbi. Ah bah voilà. Ouais, il va y avoir un peu de débat dans ce live. Donc, Flo 833 nous dit que c'est une honte d'avoir lâché des herbiers. On nous disait sur le live par rapport à tout le monde que c'était plutôt une bonne nouvelle que des herbiers soient out de cet Olympique de Marseille. Donc, j'aimerais bien avoir ton avis, Flo, par rapport à cet effectif de l'Olympique de Marseille et par rapport comment dire, bah, au bilan au final de Roberto De Zerbi en tant qu'entraîneur de cet Olympique de Marseille. Roberto De Zerbi est entraîneur le plus surcoté de l'histoire. Il pue, il n'a jamais rien fait, c'est une ordure. Des mots hyper durs de la part de Bulbe pour Roberto De Zerbi. Moi, je trouvais honnêtement que c'était un bon coach, mais je commençais à perdre le fil quand même de ce qu'il voulait faire à partir de ce mois de janvier-février. Je disais qu'on voyait le Desirby Ball, que le football qu'il proposait était plutôt intéressant. Il a battu tous les records des entraîneurs précédents. Mais c'est vrai que sur cette gestion, que ce soit le Roberto De Zerbi ou la gestion des dirigeants de l'Olympique de Marseille, j'ai trouvé que ça a été bizarre. On a mi-saison, il a toujours pas trouvé un 11 qui, euh, qui était fixe, il n'y avait pas de colonne vertébrale dans cet Olympique de Marseille. Les matchs, au final, on se base plus sur des individualités et on voit moins le jeu des herbiers. Aussi, il avait donné toute sa confiance à Rulli, même s'il était en mauvaise posture en ce moment. Il a préféré mettre Delange sur un match comme le classique. J'ai trouvé ça un choix extrêmement étrange. Le départ de Murillo, on en a parlé aussi. Flo Manju Levier à Desherbiers, il a le meilleur effectif depuis 20 ans, il a rien fait, nada. Il allait ramener une deuxième qualif d'affilée en Ligue des Champions, ce qui n'était pas arrivé depuis Dédé. Ah ben voilà, là il y a un peu de débat quand même. Donc est-ce que... Alors, j'avais aussi cette question pour nos supporters marseillais. Est-ce que une victoire en Coupe de France, mais une qualification en Europa League ou une quatrième place, est-ce que ça pouvait sauver la saison de l'Olympique de Marseille? Et puis, il y a qu'à l'OM qu'on change d'entraîneur tous les 1-2 ans. Ou à Nantes. Oui, la coupe sauvera la saison. Oui, mais est-ce que tu préfères avoir la Coupe de France et être dans les places d'Europa League ou dans ce barrage de Ligue des Champions, ou tu préfères être podium sans coupe? Oui, coupe et Europa. D'accord, ok, ok. Coupe de France. Europa large plus jouable que la LDC. Ok. Bah, les avis divergent parce que hier on en parlait, on disait qu'on voyait plus ce podium de Ligue 1 et pas de victoire en Coupe de France, comparant pas avec Nantes qui joue le maintien et l'OM qui joue la LDC. Oui, c'est vrai, non, mais c'était juste par rapport aux entraîneurs qui changeaient tous les un an ou 2 ans. L'OM joue 2 fois la LDC tous les 10 ans, ne ment pas Flo. Donc voilà, pour cet Olympique de Marseille, ils sont quatrième à 39 points. Bon, il n'y a que 3 points d'écart avec cet Olympique lyonnais. On verra, il n'y a pas forcément d'infos qui sortent tout de suite là sur le départ de Roberto De Zerbi. Il n'y a même pas de rumeurs. On va peut-être essayer d'aller voir sur les actus exactement quelles infos on peut apporter. J'ai 5 places pour PSG 5ème. Allez, 5 rangs, 5 sièges, 5 personnes. Parce que la gestion des entraîneurs est mauvaise. Faut laisser du temps aux entraîneurs. Il y a le communiqué de l'OM, frérot, j'espère que tu vas bien. Ah, il y a le communiqué de l'OM, mais parfait, on va aller voir ça. On va aller voir ça tout de suite.
Comme ça, on va avoir plus d'informations sur ce départ de Roberto De Zerbi. Hum, 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 hum. Pour l'instant, j'ai pas l'impression qu'il y ait autre chose de plus. Les entraîneurs Sampaoli et Tudor sont partis d'eux-mêmes, tu n'y peux rien. En tout cas, j'espère que tu vas bien aussi, l'homme au béret. On essaye de trouver, de discuter de cette Olympique de Marseille. Si toi aussi tu as un avis concernant cette équipe, je sais que tu fais des lives souvent par rapport à ça, donc si tu veux nous le donner ici, ça peut être cool aussi, comme ça il y aura un peu plus de débat. Le frérot Marvin est parti, bon, dommage. Il y avait des arguments intéressants aussi, mais c'est dommage. Euh, Roberto De Zerbi a le meilleur ratio de victoire depuis en 25, non, le hier. Bon, des fois, au vidéo effectif, c'était le minimum, encore une fois. Moi, au final, je suis pas convaincu par cet effectif de l'Olympique de Marseille. Je trouvais que c'était des bons joueurs pour la Ligue 1, mais au niveau Ligue des Champions, au final, est-ce que c'était vraiment ça? Il y a eu ce choix de Mehdi Benassia de recruter certains joueurs qu'on connaissait, qui étaient des joueurs d'expérience, que ça soit en Ligue 1 ou même qui avaient fait quelques campagnes de Ligue des Champions, et voir progresser certains joueurs. Là, ils sont directement partis lors de ce mercato de janvier sur des joueurs confirmés qui connaissaient déjà l'environnement Ligue des Champions. Donc il y a quand même un changement de stratégie de la part des dirigeants. Euh, donc qu'est-ce qu'on nous dit? T'es pour l'OM, et pour vous, qui pourrait être à la tête de l'OM comme entraîneur? Alors moi perso je suis pas pour l'OM, hein, on le voit bien avec mon maillot. Euh, qui pourrait être à la tête de l'OM? Bah moi pour l'instant je reste sur Abibé, je vois pas d'autres entraîneurs pour l'instant qui seraient favoris pour ce poste. On parle de Deschamps après la Coupe du Monde. Est-ce que Deschamps après la Coupe du Monde ça peut être une option? Moi je vous dis la suite. Entraîneur bidon, et beaucoup de départs des joueurs. Alors les départs des joueurs, je pense que c'est inévitable, hein. Il y a pas mal de joueurs en prêt. Il me semble que Mehdi Benassia aussi, je sais pas exactement s'il va rester. Normalement, il devrait partir aussi, Mehdi Benassia, non? Euh, donc, euh, donc ouais, au niveau des joueurs, je pense qu'il va y avoir pas mal de mouvements. Une nouvelle fois, du côté de l'Olympique de Marseille, il n'y aura pas forcément de continuité, je pense, au niveau des joueurs. Et après, au niveau du coach, ben, honnêtement, un retour de Gattuso. La seule solution, c'est Habib, mais voilà, le projet a encore une fois échoué. Ouais, moi, pour moi, Habibé, en tout cas, ça collerait parfaitement avec l'Olympique de Marseille. Habibé, le mec, sait pas gérer Rennes, les gars, soyez réalistes. Bah, après, je trouve qu'il a fait des bonnes choses avec cet Olympique de Marseille. Euh, mais qui tu verrais, toi, du coup, Flo, si ça serait pas Habibé? Est-ce que Deschamps, pour toi, ça peut être une bonne recrue, enfin, un bon coach? Après, je peux me tromper, hein, attention. Euh, Mais peut-être si t'as une idée d'un autre coach, je sais pas. Francaise, normalement, ça devrait aller du côté de Rennes. Laurent Blanc? Est-ce que Laurent Blanc serait une option intéressante pour cet Olympique de Marseille? Un vrai mec marseillais ou corse du style Antonetti? C'est Antonetti dont tu veux parler? Il reste 4 mois, dis-moi un coach. Laurent Blanc stylé. Après, Laurent Blanc, il reste sur un sacré échec quand même du côté de l'Olympique Lyonnais, même si c'était un peu le bordel. C'était plutôt un bon coach, hein, quand il était du côté du Paris Saint-Germain. Et on se souvient aux Girondins de Bordeaux. Euh, du coup, il viendra pas à Bibey. Faut un mec calme, les fous du bus, ça marche pas. Ah,
On sait que l'Olympique de Marseille est capable de faire des coups. Est-ce que Maresca, c'est trop cher pour cet Olympique de Marseille? J'essaye de chercher en même temps que vous, hein, mais c'est vrai que ça me paraît compliqué. Euh, Est-ce que sur X, peut-être, il y a des infos concernant Xabi Alonso? Faut un mec calme. En tout cas, merci pour les likes, hein, ça fait extrêmement plaisir. Comme ça, on sera de plus en plus à débattre. Mais ouais, au niveau du coach de l'Olympique de Marseille. Donc on a dit Didier Deschamps, on a parlé de Laurent Blanc, on a parlé d'Abi Bey. Bon, Xabi Alonso, hein, c'était plus pour la vanne. Après, Galtier? Christophe Galtier, départ de Neom, retour en France, même s'il a eu quelques histoires quand même. Est-ce que Fabien Galtier, ça vous intéresse, supporter marseillais? Est-ce que les sorties médiatiques de Benassia font partie du problème de l'OM aussi? Ah, je pense qu'il y a quand même quelque chose. On a quand même, on a vu quand même pas mal de déclarations assez dures de Benassia quand il parle aux joueurs. Ouais, ça peut y jouer en tout cas s'il met énormément de pression sur des joueurs qui ont du mal à gérer, plus la pression globale dans ce club. Oui, possiblement, ça a beaucoup joué. On sait que Benassia, il essaye d'imprégner cette mentalité de grand club à l'Olympique de Marseille. Et des fois, il peut aller peut-être un peu trop vite, ou il peut être trop dur avec certains joueurs. Et oui, possiblement, ça a pu jouer dans, dans cet Olympique de Marseille. Galtier, les joueurs adhèrent plus à son discours. Après, il faut à un moment donné dire que les joueurs font de la merde. Ouais, c'est vrai aussi. Putain, je pensais à un autre coach, Thiago Motta. Est-ce que c'est des joueurs avec une personnalité comme on connaît à l'époque de Thiago Motta qui, je pense qu'il aurait aucune peine à entraîner l'Olympique de Marseille, Thiago Motta? Ez. Mais Ez, le truc, c'est que normalement, il serait en passe de rejoindre le Stade Rennais. Donc, je vois pas forcément Francaise à l'Olympique de Marseille. On n'a pas forcément d'infos, hein. Je vois pas beaucoup d'infos passer. Bon, après, l'info, elle est assez tôt aussi. On verra ce que c'est dit, à mon avis. Bon. Amorim, sinon. Alors, honnêtement, Amorim, moi qui suis Manchester United, je pense qu'il s'est vu un peu trop beau, un peu trop tôt. Mais je pense que c'est un très bon coach, Ruben Amorim. Et c'est pas une idée débile. Euh, Après, il faut voir aussi le prix qu'il demande. Est-ce que l'Olympique de Marseille peut adhérer aussi à ça? Mais je trouve que Amorim n'est pas stupide comme idée. Ça serait moins un grand club. euh, mais, euh, mais ouais, Ruben Amorim, moi je trouve ça compte. Dites-moi si vous êtes d'accord aussi. Donc voilà, il y a pas mal quand même de coachs disponibles pour l'Olympique de Marseille. Après, est-ce que l'Olympique de Marseille est prêt à payer, à mettre un très gros salaire à des coachs comme Ruben Amorim? Mais en tout cas, il y a des options avec ce nouveau coach. Donc on a dit euh, Galtier, Laurent Blanc, c'était à peu près les pistes. Franquet, ça a l'air mort. Abibey, Ruben Amorim. Maresca, personne n'a réagi, mais possiblement, après ça a l'air un peu cher, et lui sera en discussion avec Manchester City en cas de départ de Pep Guardiola. Il annonce 12 entraîneurs libres pour remplacer 12 entraîneurs libres pour remplacer Roberto De Zerbi. Ouais, bon, on essaie de trouver après.
J'essaye de voir s'il y a des articles qui nous en parlent. Sinon, on passera, on pourra continuer d'en discuter avec l'Olympique de Marseille. Mais on va essayer de trouver d'autres actualités aussi concernant le football, même si c'était pas une grande journée de football hier. Que penses-tu de ton début de saison 2026 au Five? Très très bonne question. On peut dire que c'est compliqué, on essaye d'apporter ce qu'on peut. Après, le dernier Five a été plus que agité, on va dire. Donc pour l'instant, un début de saison mitigé. Il n'y en a pas eu énorme. Après, j'étais sur un bon mois de janvier. Balerdi ou Paulet. Oh là là, c'est des privés de joke kata. Mais je dirais Balerdi quand même. Parce que là, ça commence à être compliqué. Donc là, voilà pour cet Olympique de Marseille. On verra ce qui se passe. On verra la fin de saison. Il y a le match contre Strasbourg déjà ce week-end. Est-ce que ça va le faire pour cet Olympique de Marseille? Pour l'instant, on n'a pas, il n'y a pas énormément d'infos. On a essayé d'aller voir un peu partout, mais pour l'instant, ça fait très court. Est-ce qu'on a d'autres... La belle liste des entraîneurs disponibles. Ah ben voilà. Alors, alors là, il y a un nom que je m'attendais pas à voir. Patrick Vieira. Alors, Ruben Amorim, Xabi Alonso, Enzo Maresca, Stefano Pioli. Stefano Pioli, ça peut être pas mal. Stefano Pioli, ça peut être pas mal, mais ouais. Igor Tudor, un retour. Ivan Juric, Edin Terzic. Edin Terzic, c'est pas mal, on parlait de lui à Monaco avant Pocognoli. Pourquoi pas, en vrai, ça peut être intéressant, Edin Terzic. Patrick Vieira, ça peut être... Ah, ça peut être très très drôle à l'Olympique de Marseille quand même. Je sais pas si vous êtes chaud dessus. Je vois des grands noms. Euh, Bruno Lage, Adi Hutter, Thiago Motta, Abibey, Victor Bruno et du coup Francaise. Dites-moi lequel vous préférez dans cette liste. Sinon, on va passer quand même sur cet Olympique de Marseille. Je pense qu'on a parlé, ça fait 1 heure qu'on en parle. Euh, Après, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat, hein, ça fait toujours du débat. Mais sinon, on va passer à autre chose sur l'actualité football. De toute façon, on aura le temps d'en revenir dessus. Tous les matins, je le rappelle, 10h midi, on est en live. On peut aussi en discuter sur les émissions comme Farmer Streak, l'émission où l'on débriefe chaque journée de Ligue 1. Sur l'actualité football, qu'est-ce que l'on a? On a un dîner entre joueurs du Real pour réunir les troupes. Alors ça peut être intéressant. Wow, sacrée photo. Euh, Donc, aperçu sur le compte Instagram de Vinicius, les joueurs du Real Madrid ont dîné tous ensemble pour renforcer les liens entre eux à l'aube d'une période décisive pour le club. Xabi Alonso, Enzo Maresca, Ruben Amorim, Igor Tudor, Laurent Blanc, Adi Hutter, Will Steele. Oh waouh, Will Steele. Steven Gerrard. Là aussi, encore de nouveaux noms. Donc on verra évidemment pour l'Olympique de Marseille. On attend plus d'infos de la part du club ou la prochaine conférence de presse. Comme le montre un cliché publié en story Instagram de Vinicius, les joueurs du Real Madrid ont dîné tous ensemble mardi, 2 jours après sa victoire face à Valence 2-0 dans un restaurant branché à Madrid. À une dizaine de minutes en voiture du stade Santiago Bernabéu. Si cette image peut paraître anodine pour certains, elle est pour d'autres le signe d'une réunion nécessaire du groupe dans un moment décisif, d'autant plus quand même les joueurs blessés comme Jude Bellingham, Rodrigo ou encore Eder Militao apparaissent tous sourire sur le cliché. Un mois après l'arrivée d'Arbeloa sur le banc des Merengues et malgré une deuxième place en Liga à 1 point de Barcelone, le doute semble encore régner sur cette équipe du Real qui devra affronter Benfica le 17 février en play-off de Ligue des Champions et effacer les souvenirs d'une défaite récente à Lisbonne. Avec ce dîner, les joueurs espèrent sûrement apporter de nouvelles ondes positives dans l'effectif avant d'entrer dans la partie la plus importante de la saison pour le club. Sur cette équipe du Real, qu'est-ce que vous pensez? Ils sont sur 7 victoires quand même d'affilée en Liga. En Ligue des Champions, ça reste plutôt
Plutôt correct, on s'attendait pas à les voir en barrage. On a encore eu les sorties de Kylian Mbappé avec les arbitres, où on voit ces insultes proférées envers les arbitres. Sur cette saison du Real, est-ce que vous voyez le Real gagner quand même un trophée cette saison? On rappelle qu'ils sont éliminés de Coupe du Roi. Ils sont en playoff de Ligue des Champions. On voit même Ferland Mendy sur la photo, je viens de capter. Euh, Est-ce que vous voyez le Real avoir une meilleure fin de saison? Et est-ce que Arbeloa sera toujours le coach du Real Madrid la saison prochaine? Dites-le moi hein, dans le chat. Pas d'avis forcément sur le Real. Bon, ben on va passer en tout cas. J'ai hâte de voir ce que ça va donner quand même cette deuxième partie de saison. Même si le Real c'est très compliqué à voir jouer, c'est assez, comment dire, moche, hein, tout simplement moche, hein, malgré Kylian Mbappé qui porte cette attaque du Real. Il se passe pas grand chose. Est-ce qu'on verra aussi un départ de Vinicius là, en fin de saison? Ça m'étonnerait que ce soit Kylian Mbappé hein, qui quitte le Real la saison prochaine. Rodrigo aussi, qui était dans les rumeurs cet été. Donc, à voir la suite pour ce Real Madrid. Est-ce qu'il faut avoir encore plus un renouveau dans cet effectif du Real? On a eu quand même pas mal de recrues avec Dean Huysen, Trent Alexander-Arnold, mais est-ce qu'il faut encore plus de mouvement du côté du Real de Madrid pour relancer on peut dire, hein, le plus grand club du monde, hein, qui est en difficulté en ce moment, en grande difficulté, ça serait un Real qui serait milieu de tableau de Liga et éliminé de Ligue des Champions. Là, il y a encore toutes leurs chances pour ce Real, que ça soit en Ligue des Champions ou en Liga. Donc Tambouré est bien le nouvel entraîneur intérimaire du Stade Rennais. Tambouré qui était l'entraîneur de la réserve hein, du côté du Stade Rennais, qui pour l'instant va assurer l'intérim avec le match contre le Paris Saint-Germain vendredi. Après le départ d'Abibay, on verra est-ce que Francaise va signer officiellement du côté de Rennes. Haaland, le cyborg en surchauffe. Alors, ça m'intéresse de lire. On va aller sur Erling Haaland. N'hésitez pas, ceux qui sont sur le chat aussi, à tapoter hein, votre écran, comme ça on sera toujours plus de personnes à discuter football pour rentrer dans les nombreux débats qu'on a tous les matins au sujet du foot. Là, on a parlé de l'Olympique de Marseille, on a aussi parlé du Real Madrid, et on va sur un article sur Erling Haaland, donc écrit par Pierre-Etienne Minonzio. Je le rappelle, sur Twitch, vous pouvez voir mon écran si vous le souhaitez. N'hésitez pas à me suivre sur Twitch, à me suivre aussi sur TikTok ou sur la chaîne YouTube à TrickFR. Moins tueur et moins menaçant, le cyborg Erling Haaland enchaîne-t-il trop pour performer? Même s'il a marqué à Anfield dimanche lors de la victoire de Manchester City 2-1, l'attaquant norvégien Erling Haaland se montre moins tranchant face au but depuis le début de l'année, en raison sans doute d'un temps de jeu trop conséquent. Il est toujours risqué, voire carrément périlleux de s'interroger sur les rares passages à vide d'Erling Haaland, parce que le buteur de Manchester City peut sans prévenir y mettre un terme en claquant un triplé. On ne serait pas vraiment surpris du coup qu'il se mette en valeur mercredi soir à l'occasion de la réception de Fulham. Sa capacité de rebond avait fait dire à l'ancien attaquant de Chelsea Chris Sutton le 22 janvier à la BBC: Erling a toujours marqué, il continuera de le faire. Toute personne qui le critique le fait à ses risques et périls. Une assertion qui donne d'autant plus juste Une assertion qui sonne d'autant plus juste qu'Haaland domine aujourd'hui le classement des buteurs de la Première Ligue avec 21 réalisations. 4 de plus que son dauphin Igor Thiago de Brentford. Alors je savais même pas que Igor Thiago était le deuxième meilleur buteur de Première Ligue.
Qu'il est devenu en décembre le joueur le plus rapide à atteindre la barrière des 100 buts en première ligue en seulement 111 rencontres et qu'il a joué un rôle décisif dans le succès décroché sur le fil par sa formation à Liverpool dimanche 2 buts à 1, en offrant de la tête l'égalisation à Bernardo Silva avant d'inscrire le but vainqueur sur penalty. Pour autant, à l'issue de cette rencontre, son entraîneur Pep Guardiola a affirmé qu'en seconde période, le cyborg ainsi qu'Omar Marmouche, alignés à ses côtés sur le front de l'attaque, s'étaient montrés trop passifs, c'est pourquoi on a eu du mal offensivement. Le Catalan aurait pu ajouter qu'Haaland, avant la pause, avait mal exploité 2 services judicieux de Bernardo Silva et Rodri, confirmant sa maladresse du moment dans le dernier geste. Lui qui n'a plus inscrit un but dans le jeu en championnat depuis 8 matchs, soit sa plus longue disette en la matière depuis avril 2018, alors qu'il évoluait à Molde, en Norvège. Je n'ai pas assez marqué depuis le début de l'année, je sais que je dois m'améliorer, être plus incisif, a reconnu après le coup de sifflet final l'intéressé. Un sentiment reflété par les statistiques d'Opta qui soulignent qu'en 2026 en Première Ligue, Haaland a moins cadré de tirs, 1,5 buts par match en moyenne contre 1,5 par match de tirs cadrés en moyenne contre 2,1 et s'est créé moins de grosses occasions, une contre 1,9. Cette saison que lors des matchs qu'il a disputés en 2025. Même si le Scandinave de 25 ans ainsi que son entourage s'en défendent, cet affaissement de performance semble s'expliquer par un état de fatigue avancé, alors qu'aucun autre Citizen n'a joué plus de minutes que lui depuis l'été dernier, toutes compétitions confondues. Il a joué 2874 minutes, ça reste assez énorme, et qu'il a pris part à 92% des matchs de son club durant cette période. Jamais depuis son arrivée à Manchester en 2022, Haaland n'avait été autant sollicité à cette époque de l'année. Après la victoire décrochée à Newcastle le 13 janvier en demi-finale allée de la Coupe de la Ligue, Guardiola a d'ailleurs admis que son buteur était épuisé. Pour Haaland comme pour son équipe, le salut pourrait donc passer dans les semaines à venir par un turnover plus marqué en pointe, un poste où peuvent évoluer Marmouche ainsi qu'une des recrues de l'hiver, Antoine Semenyo. En étant aligné sur les côtés, ce dernier a déjà marqué plus de buts pour Manchester City, toutes compétitions confondues, que son coéquipier norvégien en 2026, en disputant presque 2 fois moins de rencontres. Une tendance qui pourrait rapidement s'inverser si Haaland parvenait à retrouver un semblant de fraîcheur. Donc voilà, Haaland qui a besoin de souffler un peu du côté de Manchester City, lui qui a été extrêmement prolifique en début de saison. On explique un peu ce coup de moins bien par de la fraîcheur physique. C'est vrai que Pep Guardiola n'a pas fait énormément de tournées, il a besoin de Erling Haaland. Lors de cette saison, Omar Marmouche était à la CAN, Antoine Semenyo est arrivé qu'au mercato hivernal. Est-ce qu'ils peuvent prendre la place de Haaland sur certains matchs pour voir le buteur norvégien souffler? On verra pour le match de ce soir contre j'ai plus l'équipe contre Fulham, voilà. Donc, match à suivre ce soir. On verra aussi les prestations de Ryan Cherki du côté de Manchester City. Est-ce qu'il sera titulaire? Qu'est-ce qu'on a encore comme article qui pourrait nous intéresser concernant l'actualité football? Évidemment, on a parlé de l'Olympique de Marseille. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, on peut toujours continuer ce débat. N'hésitez pas aussi à tapoter votre écran, à mettre beaucoup de likes sur le live. Ça fait toujours plaisir. J'essaie de trouver d'autres articles. Peut-être sur les gardiens de l'équipe de France? On en a parlé hier lors du live, mais on peut toujours y retourner. Concernant les gardiens qui sont en grande difficulté, hormis le gardien numéro 1 français, Mike Maignan, les gardiens français sont en difficulté dans leurs clubs respectifs. Chevalier, Samba et Areola sur le banc, les gardiens des Bleus dans le dur à 4 mois de la Coupe du Monde. 3 gardiens des Bleus, Lucas Chevalier, Brice Samba et Alphonse Areola, ont été relégués sur le banc de leur club ce week-end. Pour le gardien du PSG, la Coupe du Monde pourrait s'éloigner. Pour le gardien du PSG, ah ouais. C'est un article de Vincent Duluc.
L'hiver est rude pour les gardiens de l'équipe de France, pas pour le titulaire Mike Maignan qui continue d'aligner les grandes performances avec l'AC Milan, mais pour les candidats à la Coupe du Monde. Les gardiens numéro 2 et 3 de ces derniers mois, Lucas Chevalier et Brice Samba, ainsi que le gardien numéro 3 des deux dernières Coupes du Monde, Alphonse Areola, ont tous été relégués sur le banc de leur club ce week-end. Pour Samba qui n'accomplit pas la saison de sa vie, on peut imaginer que l'affaire était ponctuelle liée à un conflit avec son entraîneur Habib Bey après le départ de ces derniers. Samba devrait retrouver sa place et continuer de postuler naturellement à la prochaine Coupe du Monde aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Moi j'ai trouvé Brice Samba très intéressant cette saison, je trouve qu'il a été vraiment, vraiment très bon avec cette équipe rennaise, qu'il a été décisif aussi. Même si on en parle un peu moins que les saisons précédentes, je trouve que Brice Samba cette saison c'est très très correct, hein, c'est très très bon même pour le gardien rennais. La situation est plus incertaine pour Areola, qui était le titulaire de West Ham depuis la fin de l'été. Était perçu comme l'un des Hammers les plus compétitifs dans une équipe en difficulté, mais qui a été écarté pour le voyage à Burnley samedi au profit du Danois Mats Hermansen, et qui a encore été écarté avec le match contre Manchester United pour Alphonse Areola. 0 en 20 matchs dans les buts de West Ham cette saison, Alphonse Areola n'a rendu aucun clean sheet. Donc c'est vrai que pour un gardien, la stat d'une clean sheet elle est hyper importante, hein, évidemment. Donc s'il a aucun clean sheet en 20 matchs, ça peut être... c'est vrai que c'est des arguments négatifs pour Alphonse Areola. Le Français, il est vrai, avait eu sa part dans la remontée subie par West Ham à Chelsea le week-end précédent, et l'absence du moindre clean sheet cette saison a pu pousser Nuno Espirito Santo à cette décision. Hermansen, recruté l'été dernier comme numéro 1, n'avait pas assumé la pression, et c'est sans doute la chance d'Areola, alors que l'entraîneur des Hammers va devoir prendre une décision à l'occasion de la venue de Manchester United mardi soir. Jean Butez, la grosse cote. Alors Jean Butez, c'est le gardien de Com, il me semble, hein. Malheureusement pour lui, c'est pour Lucas Chevalier, 24 ans, une sélection, que la situation est la plus limpide. Il a perdu sa place de gardien numéro 1 du PSG au profit de Matvei Safonov, et le Russe ne semble pas plus pressé que Luis Enrique de la lui rendre. Il n'y a plus de Coupe de France pour que le numéro 2 des Bleus joue, et vu l'écart de points avec Lens, le turnover en Ligue 1 avant les grands matchs de Ligue des Champions est d'autant moins acquis qu'il faudra que le PSG aille très loin pour le voir s'opérer. La saison dernière, Luis Enrique avait aligné Safonov en Ligue 1 entre les deux manches contre Brest, Liverpool et Arsenal, et c'est pour l'instant le seul espoir de Chevalier de revenir un peu dans la lumière. Le staff des Bleus suit de près cette situation qui suscite un peu d'inquiétude. John a envoyé une galaxie. Ah, c'est son pseudo. Euh, qui suscite un peu d'inquiétude. Lorsque Chevalier est passé de Lille au PSG l'été dernier, ce n'était pas l'idée. Titulaire lors du dernier match des Bleus en Azerbaïdjan, le 16 novembre, le Parisien pourrait manquer la Coupe du Monde s'il ne joue plus d'ici la fin de la saison. D'autant qu'il ne s'agit pas seulement de rejouer, mais d'être à nouveau performant. Est-ce qu'on m'entend toujours? Je suis en train de checker, je vois qu'il y a des bugs sur le live. Normalement, c'est bon. Ok. Désolé pour cette petite coupure. Alors, ces incertitudes passagères ou durables sur les dauphins de Maignan ouvrent le champ des possibles qui mène à deux candidats. Le gardien de com Jean Butez, 30 ans, devenu l'un des meilleurs portiers de la Serie A après avoir fait l'essentiel de sa carrière professionnelle en Belgique, et l'international espoir Robin Risser, qui accomplit une saison remarquable avec le RC Lens. Le monde très réglé des gardiens des Bleus, régi par l'éternel aphorisme disposant que le meilleur troisième gardien n'est pas le troisième meilleur gardien, s'apprête à bouger peut-être. Dites-moi ce que vous en pensez sur le chat concernant les gardiens de l'équipe de France. Qui vous prendrez pour la prochaine Coupe du Monde? Est-ce qu'on reste sur Mike Maignan, Lucas Chevalier et Brice Samba, ou alors il faut du changement? On est d'accord évidemment que Mike Maignan serait le gardien numéro 1 des Bleus. Dites-moi ce que vous en pensez. On continue sur cette revue de presse. Concernant peut-être les futurs coachs des années à venir. Et c'est Johan Cabaye, Dante et Gaël Clichy qui obtiennent la licence UEFA Pro.
Alors, un article de Damien Degore. Le directeur sportif du centre de formation du PSG, le défenseur central de Nice et l'actuel entraîneur de Caen ont été diplômés par l'instance européenne. Ils peuvent désormais exercer toutes les fonctions importantes dans un club. D'accord. Si Monaco doit payer de lourdes pénalités à chacun de ses matchs parce que Sébastien Pocognoli n'a pas les diplômes requis pour diriger une équipe de Ligue 1, certains qui ne sont pas entraîneurs au sein de certains qui ne sont pas entraîneurs au sein de l'élite française ont pris les devants et ont été diplômés récemment par l'UEFA. Johan Cabaye, directeur sportif du centre de formation du PSG, Dante, défenseur central de l'OGC Nice et Gaël Clichy, entraîneur du Stade Malherbe de Caen en national, ont obtenu la licence UEFA Pro, la référence pour les techniciens européens qui leur permet d'exercer les fonctions les plus importantes dans un club professionnel, d'entraîneur de l'équipe première à directeur sportif en France et à l'étranger. Dans cette promotion figure également l'ex-international turc et joueur du Borussia Dortmund, Nouri Sahin, aujourd'hui à la tête d'Istanbul Başakşehir. Donc info intéressant, le frérot qui voulait qu'on parle de l'OGC Nice tout à l'heure, que je devais rester pour parler que de mon club, et ben voilà, Dante a la licence pro pour entraîner un club de Ligue 1, donc est-ce que possiblement on verrait Dante entraîner l'OGC Nice dans quelques années? Ça peut être une possibilité. Il me semble aussi que dans son contrat, si je dis pas de conneries, faudrait totalement vérifier cette info, mais je crois qu'il a une option pour être adjoint à l'OGC Nice après sa carrière de joueur. Donc ça peut être évidemment toujours intéressant de voir Dante en tant que rester dans le club de l'OGC Nice. Alors, qu'est-ce qu'on a encore dans cette actualité? Donc là, ça reste les actualités d'hier. Aujourd'hui, on n'a pas énormément de choses. On a Ben Taleb qui est de retour à l'entraînement collectif avec le LOSC. Est-ce que sur d'autres sites pardon, d'information, on peut avoir pas mal de choses? On rappelle, hein, on est en milieu de semaine, il n'y a pas énormément d'informations. L'actu principale, hein, Roberto De Zerbi n'est plus le coach de l'Olympique de Marseille, évidemment. Bey en pole position pour succéder à De Zerbi sur le banc de l'OM. On en a parlé. Euh, qu'est-ce que nous dit Flashcore? Si on parle de la valse des clubs, est-ce qu'on n'irait pas sur Arne Slot? Arne Slot pourrait-il quitter Liverpool à cause de la mauvaise forme du club? C'est un article de Jason Pettygrove. Après le match de mercredi contre Sunderland, il restera à Liverpool 12 matchs de la saison 2025-2026 de Premier League pour prétendre à une place en Ligue des Champions. Actuellement à 5 points de Manchester United, qui occupe la 4e et dernière place qualificative pour la Ligue des Champions, il est clair qu'Arne Slot et son équipe ont tout le temps nécessaire pour corriger les erreurs commises en début de saison. Un contraste saisissant pour Slot, une saison qui contraste fortement avec la première saison de Slot à Anfield en 2024-2025, lorsque Liverpool avait remporté la Première Ligue avec 10 points d'avance sur Arsenal. Comme pour rappeler à quel point les Reds étaient dominants, ils n'ont pas gagné 4 de leurs 5 derniers matchs de championnat en 24-25 en perdant 2, soit autant qu'ils en avaient perdu contre au cours des 36 précédents. Le titre est acquis depuis longtemps, ce qui permet à l'équipe première de lever le pied et de s'imprégner jusqu'à la dernière goutte de l'ambiance sensationnelle créée par les supporters à l'extérieur comme à l'intérieur. Avec 86 buts marqués et 41 encaissés, ils ont été vainqueurs plus que méritants et pourtant 9 mois plus tard, le mandat de Slot à la tête de l'équipe d'Anfield ne semble plus tenir qu'à un fil, des millions dépensés pour de nouveaux joueurs. Alors que l'on pense qu'aucune décision sur le maintien du Néerlandais ne sera prise avant la fin de la saison, un échec en Ligue des Champions pourrait bien le pousser vers la sortie. Après avoir dépensé plus de 114 millions d'euros chacun pour Alexander Isaac, Florian Wirtz, sans parler d'autres recrues de premier plan comme Hugo Ekitike, Jérémy Frimpong et Milos Kerkez, les supporters et le conseil d'administration du club sont en droit d'exiger mieux. Les 40 buts marqués sur les 35 encaissés depuis le début de la saison 2025-2026 de Première Ligue sont tous deux les 2 pires résultats parmi les 6 meilleures équipes, ce qui indique de sérieuses lacunes dans tous les secteurs de l'équipe. Où le bas blesse-t-il? Manque de concentration défensive,
La première chose à faire est d'examiner le manque de concentration défensive, en particulier au début de la saison. Jusqu'au 23 septembre, rien ne laissait présager ce qui allait se passer. Les victoires contre Arsenal, Bournemouth, Newcastle, Burnley et Everton en championnat ont été complétées par une victoire en Ligue des Champions contre l'Atlético de Madrid et une victoire en EFL Cup contre Southampton. Puis les choses se sont quelque peu gâtées. On rappelle, hein, l'EFL Cup, c'est la Carabao Cup. Hein. Virgil van Dijk a concédé 3 penalties toute compétition cette saison, plus que n'importe quel joueur de première ligue. Les défaites contre Galatasaray, Chelsea, Manchester United, Brentford, Crystal Palace, une en championnat et une en EFL Cup, Man City, Nottingham Forest et le PSV ont suivi. Le capitaine Virgil van Dijk, qui a souvent été le pilier de l'arrière-garde, n'a pas été aussi solide qu'à l'accoutumée lors de certains matchs. Exposé à la vitesse à plusieurs reprises, il y a également eu des cas où un manque de conscience de la position ou de mordant dans un défi a été noté. Van Dijk constamment pris en défaut par sa vitesse et sa position la saison dernière, le néerlandais a remporté 20 des 38 tacles qu'il a tentés, soit un taux de réussite de 52%. Il a également effectué 226 dégagements, toutes compétitions confondues, 133 dégagements de la tête et 67 interceptions. Il est important de noter qu'une seule erreur de Van Dijk en 2024-2025 a débouché sur un but, une seule. En ce qui concerne ses duels en 1 contre 1, 207 des 305 tentatives au sol ont été couronnées de succès, tout comme 142 des 201 tentatives aériennes. En 2025-2026, il n'a effectué que 18 tacles, dont 18 ont été gagnés. Les 238 dégagements sont une amélioration, bien qu'il indique une plus grande pression sur la défense. Tout comme les 169 dégagements de la tête, tandis que les 25 interceptions sont bien en deçà de son rendement précédent. Des erreurs ayant conduit à un but, c'est déjà une de plus que la saison dernière, tandis qu'il continue de remporter des duels avec un succès raisonnable. À première vue, certains de ces chiffres ne sont pas si mauvais, mais la présence dominante que Van Dijk avait autrefois a définitivement disparu lors de certains matchs. Perso, je fais une petite pause sur l'article. Virgil van Dijk, moi, cette saison, je le trouve assez horrible quand même. Je le trouve pas du tout serein quand il défend. Alors, c'est pas totalement de sa faute non plus. Alisson est moins fort que la saison dernière. Aussi, Ibrahima Konaté a été, a été mauvais sur certains matchs, hein. Surtout en début de saison. Il a, petit à petit, il reprend du poil de la bête, si on peut dire ça comme ça, depuis le Boxing Day, mais c'est vrai que la défense de Liverpool a été plutôt mauvaise cette saison, et on peut l'expliquer par les mauvaises performances de Virgil van Dijk, qui était considéré comme l'un des meilleurs défenseurs centrales du monde. Concernant l'attaque, Salah peut-il encore s'appeler le roi? Mo Salah est un autre membre important de l'effectif qui, mis à part les énormes retombées médiatiques en début de saison, n'a pas été à son meilleur niveau en 25-26. Avec 34 buts et 23 passes décisives en 52 matchs, le roi égyptien a réalisé une performance sensationnelle lors de la première campagne de Slot. S'il n'avait pas touché les montants à 10 reprises, ces chiffres auraient été encore plus impressionnants. Donc cette saison, Mohamed Salah, c'est 4 buts, 5,7 d'XG, 45 tirs pour 1447 minutes. 11 pénaltys marqués sur 12. 77 tirs cadrés sur 137 tentés, ainsi qu'une précision de passe qui n'est jamais tombée en dessous de 73, sont également des résultats remarquables pour un attaquant. Depuis le début de la saison avec 6 buts et 6 passes décisives, il est loin d'atteindre le niveau de la saison précédente et un seul tir sur le poteau ne ferait pas évoluer ses statistiques vers le positif. Les 64 tirs tentés et les 20 tirs cadrés démontrent à quel point Salah n'est plus en forme. Il n'a obtenu et marqué qu'un seul penalty, tandis que la précision de ses passes est tombée à 65% en 2025-2026. Donc quasiment 8%. Enfin 8% exactement. Les problèmes de Liverpool ne se limitent pas à Van Dijk et Salah. Bien entendu, les problèmes de Liverpool vont bien au-delà de la forme de ces deux joueurs vedettes, même s'ils sont censés donner l'exemple. Et ce que cela tend à révéler, c'est que Slot a peut-être eu un peu de chance du débutant lors de sa première campagne en Première Ligue.
Moi, je suis d'accord avec ça, hein. Surfant sur la vague du sentiment de bien-être créé par Jürgen Klopp, le néerlandais a été adopté et Slot a même créé sa propre aura en très peu de temps au club. Je trouve que Arne Slot a beaucoup surfé sur le travail fait par Jürgen Klopp précédemment. L'année dernière, on le voyait principalement, il s'est énormément basé sur le travail de Klopp. Cette saison, il a essayé un peu de changer. Il y a eu pas mal de recrues qui n'ont pas donné satisfaction aussi. Surtout un joueur comme Milos Kerkez que j'ai trouvé assez mauvais. Il essaye d'imposer petit à petit son style de jeu et on voit qu'il a un peu de mal, sans dire que c'est assez horrible, hein. Après, on s'attendait pas à voir Liverpool 5e, 6e de Première Ligue. Ça reste quand même embêtant pour ce grand d'Angleterre. Maintenant qu'il n'en est plus question et que les limites de l'équipe continuent d'apparaître, au grand jour, le récent match nul contre Burnley et les défaites en fin de match contre Bournemouth et Manchester City en sont de parfaits exemples. Il est nécessaire de se pencher sérieusement sur ce que Liverpool devrait attendre d'une équipe dirigée par Slot à l'avenir. Tactiquement, formellement et en termes de personnel, rien ne doit être laissé au hasard si les Reds veulent revenir au sommet qu'ils ont conquis il y a seulement 9 mois. Donc on verra si Arne Slot sera toujours coach lui aussi en cette fin de saison. Du côté de Liverpool, il y a toujours la Première Ligue où ils peuvent atteindre le top 4. Je pense que le titre c'est plutôt foutu. Qu'est-ce qu'on a aussi? La Ligue des Champions, hein, ils sont dans ce top 8, hein, de Ligue des Champions. Donc on verra leur parcours aussi. Et, et possiblement la saison prochaine, est-ce qu'on aura le départ finalement de Mohamed Salah ou d'autres joueurs? Est-ce qu'on a d'autres articles intéressants pour cette actualité football? Je suis en train de chercher. Seattle maintient Iran-Égypte comme match de la fierté LGBTQ1, d'accord. Donc pas de coupe de cheveux pour le supporter de Manchester United, hein. Alors, Jean-Philippe Mateta. On va avoir des nouvelles du français. On rappelle Jean-Philippe Mateta, hein, qui devait quitter Crystal Palace cet hiver. Il y avait des rumeurs avec lui du côté de la Juventus de Turin, pardon. L'AC Milan aussi. Le transfert était quasiment fait, hein, pour 35 millions du côté de l'AC Milan. Et il y a un problème au genou qui a été détecté pour Jean-Philippe Mateta. Lui qui devait On parlait d'une opération pour lui qui pourrait manquer la fin de saison avec Crystal Palace, mais aussi la Coupe du Monde avec les Bleus. Et donc, selon Olivier Glasner, son coach, hein, à Crystal Palace, Jean-Philippe Mateta va éviter l'opération. L'attaquant français Jean-Philippe Mateta sera absent un certain temps, mais il n'aura pas à être opéré du genou qu'il a handicapé depuis l'automne, a indiqué ce mardi son entraîneur à Crystal Palace, Olivier Glasner. Mateta a rencontré plusieurs spécialistes ces derniers jours pour discuter du meilleur traitement à suivre concernant son genou à l'approche d'une Coupe du Monde que l'avancante de 28 ans espère disputer avec l'équipe de France. La blessure n'est pas aussi grave que redoutée, plusieurs médecins et spécialistes sont d'avis que nous pouvons gérer son genou sans avoir recours à la chirurgie. Il sera absent pendant un certain temps, je ne peux pas dire 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, mais il n'aura pas besoin d'être opéré, c'est très positif. La semaine dernière, l'entraîneur avait révélé que Mateta jouait depuis 2 mois et demi avec un genou enflé. Ceci est à l'origine du transfert avorté du buteur à l'AC Milan au dernier jour du mercato d'hiver. Le club italien était prêt à mettre 35 millions d'euros selon des médias spécialisés pour recruter le vice-champion olympique 2024. Mais il a renoncé pour raison médicale. Mateta a fait ses premiers pas en bleu en octobre 2025 après être entré contre l'Azerbaïdjan. Il a marqué un but dans chacun des 2 matchs suivants, disputés comme titulaire à une période où la France comptait plusieurs attaquants indisponibles sur blessure. Dites-moi ce que vous pensez dans le chat. Est-ce que si Jean-Philippe Mateta est sur 2 jambes, est-ce qu'il serait, est-ce que vous le choisissez pour faire partie des attaquants lors de la prochaine Coupe du Monde avec les Bleus, s'il est en forme, Jean-Philippe Mateta à la place de certains joueurs? Et dites-moi surtout à la place de qui? On continue pour cette revue de presse. Alors Franck Ribéry, alors que là on parle pas du tout football, hein, Franck Ribéry, l'ancien joueur du Bayern Munich, international français, hein, légende du football quand même, Franck Ribéry, euh,
son nom aurait été prononcé dans pour ceux qui suivent l'actualité, en ce moment, les Epstein Files. Donc Harvey Epstein, hein, le criminel, hein. Et encore, c'est gentil de dire ça. Il y a pas mal de dossiers qui sont sortis, il y a pas mal de personnalités françaises qui ont été touchées, même aux États-Unis, par ces dossiers. Et Franck Ribéry, son nom serait ressorti dans ces dossiers. Mais lui dénonce de fausses informations dans le dossier Epstein et va porter plainte. Donc l'ancien international français Franck Ribéry, dont le nom est cité dans un document au sein des fichiers Epstein, dénonce ce mardi de fausses informations à son égard et va porter plainte, a annoncé son avocat. Le nom de l'ancien joueur du Bayern Munich, entendu en 2010 à Paris comme témoin dans une affaire de proxénétisme aggravé, est cité dans un document anonymisé daté de 2019, apparaissant dans les fichiers du criminel sexuel américain publiés par le ministère américain de la Justice. Maître Carlo Alberto Brusa dénonce dans un communiqué de fausses informations reprises sur les réseaux sociaux, faisant croire qu'il serait mêlé à l'affaire Epstein. Sur ce document, il est notamment écrit que son appartenance au monde de la prostitution n'est plus approuvée et que l'homme de 42 ans aurait tenté de frapper une femme alors qu'elle se trouvait dans son jardin, dont il aurait obtenu l'adresse. Donc on nous en dit pas plus, mais ça paraît assez sombre quand même sur ces affaires. Pourvu que ça soit de fausses informations quand même, on l'espère en tout cas pour Franck Ribéry, que ce soit faux, parce que ça serait vraiment grave quand même. Rien que son nom apparaître dans ce genre de dossier, c'est assez catastrophique. Mais c'est pas de ça qu'on veut parler principalement lors de nos actus du jour. Il nous reste 25 minutes, on commence à avoir fait le tour, hein. Je suis un peu en galère d'informations ce matin. Si vous souhaitez, je sais pas, lancer un débat au sujet du football ou même d'autres sports, je voyais Monkey sur Twitch qui nous disait qui nous demandait si on parlait d'autres sports. On peut parler d'autres sports, mais on essaie de rester principalement sur le football. Ben voilà, parfait. L'info vient de tomber, un nouveau coach limogé aujourd'hui, c'est Thomas Frank. On s'y attendait aussi, hein, ça fait un moment qu'on en parle lors des lives, lors des prestations de Tottenham. Donc Tottenham se sépare de son entraîneur Thomas Frank. Un article écrit par Benoît Aigret, ça a été communiqué sur le Twitter du club des Spurs. On le rappelle, hein, Tottenham qui est en grande difficulté en première ligue, qui n'est qu'à 6 ou 9 points, il me semble, des places relégables et de West Ham. Donc il était peut-être temps, même si Tottenham est qualifié dans le top 8, il me semble, de la Ligue des Champions, en première ligue, ça se passe... c'est très compliqué. Donc, Thomas Frank n'est plus l'entraîneur de Tottenham. Après la nouvelle défaite de Tottenham mardi soir en première ligue, les Spurs ont décidé de licencier leur entraîneur, Thomas Frank. Donc défaite contre Newcastle, 2-1 pour Newcastle, était celle de trop pour Thomas Frank sur le banc de Tottenham. Le technicien danois, 52 ans, a été licencié par les Spurs, alors qu'il a affirmé mardi soir que ses jours au sein du club n'étaient pas menacés. C'est donc un nouveau changement d'entraîneur à venir après l'arrivée de Thomas Frank au mois de juin, en remplacement d'Ange Postecoglou. Il s'agira du 9e entraîneur depuis le départ de Mauricio Pochettino en novembre 2019. On rappelle, depuis le départ de Pochettino, on a eu Nuno Espirito Santo, José Mourinho, Antonio Conte. Il me semble que l'ancien joueur de Tottenham, j'ai plus son nom, était aussi coach. On a eu Ange Postecoglou quand même. Après les 9, j'avoue que je les ai même pas en tête. Faudrait voir juste après quels ont été les 9 coachs de Tottenham. Malgré la qualification à la 4ème place en phase de Ligue des Champions, les Spurs se portent beaucoup moins bien en première ligue où ils restent sur une série de 9 matchs sans victoire. Pire encore, au total, Tottenham n'a gagné que 2 de ses 17 derniers matchs en championnat et se retrouve désormais 14e à 5 points seulement. 5 points donc, je disais 6 ou 9, c'est 5 points seulement de la zone rouge. Plus globalement, le bilan de l'entraîneur de 52 ans à la tête de l'équipe est peu flatteur. 13 victoires, 10 nuls et 15 défaites en 38 matchs. Donc voilà, pour Thomas Frank, on verra quel sera le prochain coach de Tottenham. Pour ceux qui sont sur le live, n'hésitez pas à taper votre écran pour les likes, pour nous faire monter dans le référencement. Je vois que c'est un peu calme depuis quelques minutes, qu'on soit de plus en plus sur ce live pour discuter football. Dites-moi ce que vous pensez aussi du limogeage de Thomas Frank. On va aller voir les 9 coachs que nous disait
que nous disait l'article, qui sont les 9 coachs depuis le départ de Mauricio Pochettino. Parce que j'en ai eu 4-5, mais 9, ça me paraît énorme quand même. Continuez avec les likes, hein, ça fait toujours plaisir, hein, évidemment. Donc n'hésitez pas avec les likes sur le live TikTok. Alors, l'ère Pochettino 2014-2019, d'accord. On se rappelle Harry Kane, Hugminson, tout ça. Finale de Ligue des Champions. Alors, on a eu José Mourinho, donc ça fait 1. Ok. Nuno Espirito Santo. Donc ça, on l'a dit. Antonio Conte. Donc José Mourinho, Nuno Espirito Santo, Antonio Conte. Donc ça fait 3. Merci encore pour merci pour le cœur sur toi, Lisa Marie, ça fait plaisir. Merci évidemment, ça nous donne beaucoup de force pour ces lives tous les matins, se lever tous les matins pour faire le métier que l'on kiffe. Merci Alexis pour le follow sur TikTok et ça fait plaisir aussi. On atteint la barre des 385 ou 386 abonnés, ça fait plaisir. Petit à petit, ça monte là aussi. Donc c'est génial. Donc, les 3 coachs de Tottenham, on en cherche 9, hein. Donc, José Mourinho, Nuno Espirito Santo, Antonio Conte, Ryan Mason. Stellini. C'est qui ce mec? Donc, Christian Stellini, donc c'est qui a assuré l'intérim après le départ d'Antonio Conte. Donc, ça fait un 3, 4. Donc, 4 avec Stellini, 5 avec Ryan Mason. 6 Ange Postecoglou. Et donc 7 avec Thomas Frank. Pourquoi on nous a dit 9 alors dans l'article, je comprends pas. Pochettino, hein, Rennes, Messin, Antonio Conte. Ok, bah petite erreur, hein. Il a bien dit 9 hein, dans l'article. Il s'agira du 9e entraîneur. Alors, ouais, Postecoglou. Mais du coup, on a 6. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc 8. 8 avec Thomas Frank. Ah d'accord, ça fera le 9e quand il y aura le prochain coach. Ok, wow. Ok, donc ça fait... Ok, donc voilà pour le prochain coach de Tottenham. En soi, on s'en tamponne que ça fasse 8-9. Ça reste énorme pour ce club. Donc voilà, nouveau coach licencié, hein, après Roberto De Zerbi, après Abibey, après qui a été licencié récemment aussi, je ne sais pas, mais ça fait déjà pas mal de coachs licenciés en quelques temps. Araujo, je souffrais d'anxiété depuis 1 an et demi qui s'est transformé en dépression. Ah ben on peut aller sur cet article. C'est toujours intéressant de parler de sujets comme ça dans le football, hein, ce n'est pas... Thomas Frank est officiellement out. Ouais, ça a été communiqué par le club de Tottenham. Hein. Donc c'est officiel, Thomas Frank n'est plus l'entraîneur de Tottenham. Il y aura sûrement un intérimaire et après on verra quel coach ils vont prendre. Possiblement Roberto De Zerbi. Donc on va parler anxiété, santé mentale. Hein. On rappelle, hein, les footballeurs ne sont pas seulement des millionnaires qui courent après un ballon. Il y a aussi, j'ai vu aussi récemment, je crois que c'est Grégory Van der Viel, l'ancien latéral du Paris Saint-Germain, qui en parlait de ce sentiment de dépression dans le football, qui n'était pas heureux, même s'il pouvait gagner des millions et des nombreux trophées. Donc ça reste toujours un sujet dont il faut parler. Tottenham top 3 des pires clubs mal gérés d'Angleterre avec United et West Ham. Ouais, on peut dire. Faudrait regarder. On va regarder précisément avant de parler d'Arrojo, mais oui, c'est plutôt Chelsea. Même si Chelsea gagne des titres, c'est plutôt mal géré quand même comme club. C'est plutôt très très bancal la gestion de Chelsea.
Wolves, Burnley, Nottingham, Leeds, Brighton, Crystal Palace. Crystal Palace, un club vraiment mid hein, de première ligue, hein, toujours dans ces 13e places là. Mais ouais, je suis plutôt d'accord. En tout cas, Tottenham, Manchester United, c'est sûr et certain. West Ham, j'avoue que je m'y suis pas assez intéressé, mais c'est vrai qu'il y a eu pas mal de problèmes aussi. Ouais, je mettrais peut-être Chelsea hein, quand même dans l'histoire, hein, même si c'est un peu bancal mid. Je mettrais, je sais pas si le terme existe, mais je pense que Chelsea est pas mal là-dedans aussi. Donc Ronaldo Araujo. Je souffrais d'anxiété depuis 1 an et demi qui s'est transformé en dépression. Dans un entretien accordé aux médias espagnols Mundo Deportivo, Ronaldo Araujo est revenu sur ses problèmes de santé mentale. Le capitaine du FC Barcelone avait été éloigné de l'équipe pendant plus d'1 mois après son carton rouge contre Chelsea en Ligue des Champions. Absent du groupe depuis son 1, ils vont nous le redire, Ronaldo Araujo a fait son retour petit à petit sur les pelouses espagnoles. Le capitaine du FC Barcelone, depuis le départ en prêt de Marc-André Ter Stegen, avait demandé au club de s'éloigner de l'équipe afin de traiter ses problèmes de santé mentale. Il avait effectué un voyage en Israël, lieu symbolique pour lui en raison de ses croyances religieuses. Dans un entretien avec le média espagnol Mundo Deportivo, l'Uruguayen de 26 ans est revenu sur ses mois à l'écart du football. Cette pause était justifiée car elle m'a permis de surmonter cette épreuve avec l'aide de professionnels de ma famille et sur le plan spirituel, ce dont j'avais besoin, a expliqué le défenseur central. Dans cet entretien, Ronald Araujo explique que sa prise de distance après Chelsea n'est pas spécifiquement liée à son erreur, mais plutôt à une accumulation d'événements. Je n'allais pas bien depuis longtemps, peut-être plus d'1 an et demi, et l'Uruguayen a tenu à rappeler qu'au-delà du footballeur, il était un être humain. Les critiques sur les réseaux sociaux ne le visaient plus seulement lui, mais également sa famille, a-t-il avancé. L'international uruguayen rapporte même une conversation avec sa femme. Je comprends pas la méchanceté des gens, ils souhaitent la mort de nos filles. C'est vrai que c'est extrêmement dur quand tu vois des propos comme ça alors que tu es aussi simplement joueur de football. Quand tu vois des propos comme ça sur les réseaux sociaux. Je le répète aussi, même si on est très peu, quand on critique des joueurs, hormis s'ils ont été condamnés pour des trucs extrêmement graves, quand on critique des joueurs, on parle toujours des footballeurs et pas des êtres humains, hein. On n'ira jamais insulter un joueur par rapport à leurs prestations sur le football, et c'est toujours bien de passer des messages comme ceux-là, que ça soit sur les réseaux ou sur Internet en général. On critique toujours les footballeurs et pas les hommes, évidemment. Le club l'a soutenu. Dès que le déclic est venu, le capitaine du Barça explique avoir contacté Deco, le directeur sportif dont il est très proche. Je lui ai expliqué la situation au début, il a été un peu surpris, mais il l'a très bien pris, avec beaucoup d'empathie, et même si Hansi Flick a été contrarié par la situation. L'entraîneur allemand lui a fait confiance, un élément essentiel pour Ronald Araujo, cela permet d'avoir l'esprit tranquille pour récupérer, car on sait qu'on a le soutien du club, de l'entraîneur et de ses coéquipiers. Et justement, ses coéquipiers ont eux aussi joué un rôle très important. Tous lui ont envoyé des messages de soutien, parfois à cause de certaines situations sur le terrain. On peut avoir l'impression de les décevoir, mais ils te rappellent qu'ils sont là pour toi, déclare-t-il. Depuis son retour sur les terrains contre le Real Madrid en Supercoupe d'Espagne, ses partenaires lui réservent toujours un accueil spécial. Son but inscrit face à Albacete en Coupe du Roi avait été particulièrement fêté par toute l'équipe. Il était également allé célébrer avec Hansi Flick sur le bord du terrain. Donc voilà, ça a l'air d'aller mieux quand même mentalement pour Ronald Araujo. On espère que ça ira mieux sur le terrain aussi. Mais en tout cas, c'est toujours des sujets un peu touchy. euh, Concernant la santé mentale des joueurs, on en parle de plus en plus, hein. Même Thierry Henry, illustre grand joueur du football, a parlé de sa santé mentale pendant toute sa carrière, et c'est toujours intéressant d'en parler. Voilà pour cette actu du jour. Est-ce qu'on a encore quelques dernières infos? Est-ce qu'on va aller sur le réseau de la haine Twitter pour voir ce qui se dit à propos de certaines choses dans le football, évidemment? On va essayer de pas... En tendance, hein, on le voit, hein, en tendance sport, hein, côté X, c'est principalement de l'Olympique de Marseille, hein. Murillo, Olympique de Marseille, Greenwood, Roberto, Timoem, on a quoi, du Balerdi, Benassia. Donc qu'est-ce qu'on nous dit exactement?
Abibay en top des tendances, Deserbi en top des tendances. On va aller sur Deserbi, hein, quand même. Merde. Deserbi. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur les réseaux sociaux, hein? Ça sera le dernier petit moment de ce live, hein. Il nous reste une dizaine de minutes. Deserbi a été trahi par son groupe, peu importe l'entraîneur qui le succédera, seuls les joueurs pourront décider de la suite selon moi. D'accord. Donc voilà, hein, ça parle déjà de Roberto Deserbi du côté de Tottenham, hein, après le départ de Thomas Frank, hein. Deserbi at Spurs serait du cinéma. On nous dit Deserbi aux Spurs ou à Morim. On parle aussi de Xavi Alonso, Maresca pour Tottenham. Un sweep entre. Enfin, un switch, pardon, entre Thomas Frank à l'Olympique de Marseille et Roberto De Zerbi à Tottenham. Ça pourrait être, c'est vrai, du sacré cinéma. Réunion avec les supporters, 7 jours après départ de De Zerbi. Continue à dire que les supporters n'y sont pour rien. Et quand je dis supporters, je ne parle pas des 65 000 vaillants qui vont au stade. Une autorité, comme souvent, et partout, elle fout la merde. Ok. Bon, c'est pas très intéressant en vrai, Twitter, quand c'est sur des trucs comme ça. Sinon, on va s'arrêter tout simplement, hein. On va pas essayer de blablater dans le vide pour rien, pour gratter 10 minutes. Ah, on parle de Sergio Conceição à l'OM aussi. Lui qui est l'entraîneur de Al Ittihad. Donc, est-ce que ça peut être une possibilité aussi, Sergio Conceição? À voir, à voir. Mais j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de choses en plus. Bon voilà, on va faire ce dernier article sur RMC Sport par rapport à Roberto De Zerbi et après on s'arrêtera là les amis. Donc malgré des échecs cuisants, c'est ce qu'on nous disait aussi dans le live, hein, Roberto De Zerbi reste le meilleur entraîneur depuis 25 ans en termes de chiffres. Donc on va aller voir ce que nous disent les chiffres. Donc écarté de ses fonctions d'entraîneur de l'Olympique de Marseille dans la nuit de mardi à mercredi, l'Italien n'a pas gagné de trophée avec le club phocéen. Il possède le meilleur pourcentage de victoires d'un technicien marseillais depuis le début des années 2000. Donc on le rappelle, la claque infligée par le Paris Saint-Germain, 5 buts à 0, après une décision collective prise dans la nuit de mardi à mercredi. Si Jacques Pancho Apardonado et Romain Ferrier, l'entraîneur de la réserve, devraient assurer l'intérim lors de la réception de Strasbourg, c'est vrai qu'il y a Apardonado qui devrait assurer l'intérim. Abibay a été contacté pour lui succéder, tout sauf un cadeau après le bon bilan comptable de Roberto De Zerbi à la tête du club phocéen. 56,5% de victoire à l'OM pour De Zerbi, hein. Toutes compétitions confondues, à l'OM, Roberto De Zerbi a dirigé 69 matchs depuis sa nomination, avec un bilan de 39 victoires, 8 nuls, 22 défaites. L'Italien dispose d'un pourcentage de succès de 56,5%. En Ligue 1 particulièrement, le club phocéen a signé un très beau parcours sous la férule Roberto De Zerbi avec 32 victoires, 8 nuls, 15 défaites en 55 matchs, soit une moyenne de 1,81 points pris par rencontre. C'est vrai que c'est des très bonnes stats quand même, hein. Avec la deuxième place la saison passée, l'OM pointe encore en 4ème position à l'heure où Roberto De Zerbi est évincé. Là encore, le départ de l'Italien peut surprendre dans le sens où aucun entraîneur n'a été écarté par la direction marseillaise avec un aussi bon classement en championnat. Le top 10 des meilleurs coachs de l'OM depuis 2000. Donc De Zerbi, 56,5% de victoire. Igor Tudor, 56,3%. Jorge Sampaoli, 55,2%. Marcelo Bielsa, 51,2%. Eric Guéretz, 51%. Didier Deschamps, 50,9%. Alain Perrin, 50%. Jean Fernandez, 49,2%. Rudy Garcia, 48,6%. Et André Villas-Boas, 48,3%. L'OM dans le top 10 des meilleures attaques en Europe avec un tel ratio. Roberto De Zerbi est tout simplement le meilleur entraîneur du 21e siècle derrière l'Italien. Suivi Igor Tudor, ok, donc ça on l'a. Toujours du côté positif à retenir du passage de De Zerbi.
La 10e meilleure attaque dans les 5 grands championnats européens avec 46 buts marqués. Seuls l'Inter Milan, le PSG, le Bayern Munich, Arsenal, Chelsea, le Real Madrid, le FC Barcelone et les 2 clubs de Manchester font mieux que le Marseillais dans ce domaine. Donc ça reste des stats flatteuses. Hein. Deserbi paye le fiasco de l'OM en Ligue des Champions, donc ça c'est sûr. Donc voilà, Roberto De Zerbi, un meilleur coach de l'OM en chiffres en tout cas, depuis les années 2000, donc depuis 25 ans. Voilà ce qu'on pouvait dire pour conclure ce live hein, très agité ce matin. En tout cas, merci à tous d'avoir été présents pour ce live. On va s'arrêter ici. Merci à tous ceux qui étaient présents. Merci à Lisa Marie pour les fleurs et les cadeaux et pour tous les likes. Merci beaucoup. Merci à tous ceux qui étaient présents. Flo, hein, 833, j'ai vu que t'es resté quasiment tout le live, ça fait plaisir. L'homme au béret, Bulbe, évidemment. On retiendra pas par contre l'ami Marvin qui a été hyper désagréable. On n'est pas là pour s'écharper non plus, on veut juste discuter football. Donc merci à tous. Merci à Monkey et J80 aussi qui étaient présents au début du live sur Twitch. N'hésitez pas à me suivre sur TikTok, évidemment, à me suivre sur Twitch aussi et sur la chaîne YouTube. Merci à Alexis aussi, hein, pardon, je t'oublie, merci beaucoup. Donc n'hésitez pas à me suivre sur la chaîne YouTube AtrickFR, la chaîne Twitch AtrickFR1 et tous les réseaux sociaux X, Instagram, TikTok, Snapchat, Facebook. Normalement c'est @AtrickFR. Voilà. Il est bientôt midi, je vous souhaite un bon appétit, je vais aller manger moi aussi. Pour ceux qui vont au travail, force à vous, ou pour ceux qui le sont déjà, bon courage et passez une bonne fin de journée. Normalement, on se retrouve demain, 10h midi comme d'habitude, pour l'actu football, pour parler de Première Ligue et de tous les matchs de la veille, hein, tous les matchs de ce soir, évidemment. Donc voilà, passez une bonne fin de journée et on se retrouve demain. Ciao les amis.